Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct reçoit ce matin le professeur Abdelrahman Mebtoul, expert international. Professeur, merci d'être parmi nous. Je remercie Maghreb Émergent de cette aimable invitation. En l'occurrence, Radio M aujourd'hui. Oui. Et donc, pour m'accompagner, Hassan Haddouche, mon acolyte de toujours. Bonjour. Bonjour Hassan. Le professeur, vous êtes beaucoup distingué durant une longue période de l'année 2015 par des critiques que vous avez émises sur le fait que les pouvoirs publics n'avaient pas encore pris la pleine mesure de la crise des revenus qui est en train de s'installer. Voilà, on a perdu peut-être un peu de temps. Ensuite, il y a eu la loi de finances 2016 qui est apparue pour beaucoup d'observateurs comme étant une première réaction importante. Baisse des dépenses de l'État, notamment des dépenses d'équipement. Première retouche du système de subvention, notamment avec le prix du carburant et de l'électricité. Et puis aussi ouverture de relance des privatisations pour probablement réduire l'aide publique aux entreprises de patrimoine public. Est-ce que vous considérez que c'est une réaction qui est à la hauteur des enjeux ? Bon, d'abord, je tiens à rappeler que j'ai eu un débat très très important avec mon ami le professeur Antoine Alph, qui était l'économiste en chef du secrétaire d'État à l'énergie US le 24 octobre 2014 à Radio France Internationale. Et ensuite, le gouvernement m'a invité le 3 novembre 2014 au Club des Pins où il y a eu un débat sur l'industrie. Je suis monté à la tribune et je leur ai dit que la chute du cours du pétrole sera de longue durée et j'avais préconisé devant tous les membres du gouvernement et l'assistance un comité de crise. Je puis dire que 70% des membres du gouvernement ont commencé à rire. Ils n'étaient pas effectivement conscients à l'époque et je peux dire que 80% des experts ont dit tout le contraire. Ça a changé depuis. Je tiens à saluer une seule personne qui est montée à la tribune pour me défendre, c'est le professeur Shams Chitour. Tous les autres avaient dit au gouvernement que ça allait remonter dans les mois et années à venir. Professeur, ça c'est terminé. On peut dire sur le plan de la prospective, nous avons assisté, vous et moi, à la fameuse réunion du CNES où tous les experts étaient d'accord pour dire qu'on s'était installé dans une longue durée. Une année après, alors qu'ils disaient tout le contraire auparavant. Je tiens quand même à le souligner devant. Donc vous dites qu'il y a eu une année de perdu. Il y a une année de perdu puisque j'avais alerté les membres du gouvernement et c'était grâce à mon ami Antoine Alph, qui est actuellement un haut responsable, c'est le directeur général de la prospective à l'AIE, qui avait dit qu'il fallait mettre en garde le gouvernement algérien contre une chute prolongée du cours. Professeur, puisqu'on a évoqué ce sujet, j'aimerais ajouter une question dessus. Qu'est-ce qui a laissé le gouvernement penser que ça pouvait être semestriel, la chute du prix du pétrole ? Est-ce que vous pensez que M. Youssef Yousfi a contribué à faire croire au gouvernement que les Saoudiens allaient renoncer à leur politique de bas prix ? Non, de toute manière, rappelons que l'OPEP représente que 33% de la production commercialisée. À cette époque, on assistait déjà à la poussée des pays hors OPEP, 67%, à la révolution du pétrole et du gaz de schiste américain. Moi, pour avoir été plus de 35 ans au ministère de l'Énergie Sonatrach, j'ai assisté à plusieurs réunions avec les Russes. Je savais que les Russes n'allaient jamais effectivement perdre leur part de marché. Pour preuve, octobre 2015, pour la première fois depuis plusieurs décennies, ils ont atteint 11 millions de barils par jour. Le Congrès américain... Mais la question, c'est pourquoi le gouvernement a pensé le contraire ? Vous saviez que ça allait durer, mais pourquoi le gouvernement a pu penser que c'était une crise semestrielle? Non, ça c'est une mentalité rentière. Ils croyaient que c'est cyclique, et je pense que le gouvernement a été induit par certains experts.
Ma question, c'était est-ce que c'est le ministre de l'énergie qui a dû le payer depuis par son poste? Bah oui, mais toujours est-il, c'est que faut pas en vouloir uniquement au ministre de l'énergie, c'est à tous les conseillers, je citerai pas les noms, des conseillers à son niveau du ministère de l'énergie annonçaient dans tous les journaux que ça allait remonter. Donc ça, c'est l'illusion de la mentalité rentière. Parce que là, les gens tablent sur un modèle de consommation énergétique linéaire. Or, je pense qu'entre 2015, 2030, 2040, ce n'est plus le même modèle de consommation énergétique linéaire. On va vers un mixte énergétique. Il y a une mutation énergétique mondiale qui fait que c'est illusoire de repenser. Regardez le rapport de l'OPEP d'avant-hier. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais il est un peu utopique, il dit ça va être 85-90 $ en 2040. D'ici 2040, on verra. Donc le gros problème qui se pose, il y a aussi la COP 21. Parce que si les Chinois et les Indiens et les pays en voie de développement avaient le même modèle de consommation énergétique que les États-Unis et l'Europe, il faut 5 fois la planète. Donc, le réchauffement climatique, on le vit actuellement. Moi, je viens de rentrer de Paris. Ils ont jamais vu ça depuis 80 ans. Il fait 15 degrés actuellement à Paris, alors qu'avant, il y avait la neige. Donc, il y a la Chine, actuellement, Pékin connaît aussi un taux de pollution les plus élevés du monde. Tout cela doit entraîner une mutation du modèle de consommation énergétique mondial. Très bien. Alors, toutes ces contraintes-là, maintenant, je pense que c'est bien perçu à Alger. Oui. Tant mieux. Est-ce que la réaction, je reviens à ma première question, à travers la loi de finances, d'abord à travers la loi de finances 2016, selon vous, est à la hauteur de ce qui nous attend en 2016? Bon, moi, je vais vous donner trois cas de scénarios. Vous savez que la loi de finances complémentaire 2015 tablait sur 60 $ le baril en moyenne. Elle disait que les recettes seraient de 34 milliards $, y compris les 2-3% hors hydrocarbures. Disons, on va prendre 34 milliards de dollars totalement Sonatrach. Normalement, c'est 32. Mais là, c'est les recettes de Sonatrach. Il faut enlever 20% des coûts. Donc, le profit net de Sonatrach serait de 27 milliards $. À 50, parce que nous, on apprend qu'en moyenne, une baisse d'$, en moyenne, le prix du gaz étant indexé sur le pétrole, c'est une perte entre 500 et 700 millions de dollars. On prend le moyenne de 600 millions de dollars. C'est-à-dire, à 50 $, les recettes, le profit net de Sonatrach serait de 21 milliards de dollars. À 40 $, le profit net de Sonatrach serait de 15 milliards de dollars. À 20 $, c'est-à-dire que ça serait plus du tout rentable. Il faudrait ne plus exporter du tout. Comment va faire le ministère de l'Énergie qui a prévu 100 milliards de dollars d'investissement entre 2015 et 2020, sans compter les 30 milliards de dollars de Sonelgaz? Donc, à moins qu'il C'est fasse... pas la plus grave des conséquences, professeur. Parce Non, que ça, on peut différer un plan d'investissement. Non, ça c'est... Mais le grand problème qui se pose, je crois qu'il faut éviter, c'est-à-dire que le grand problème, il y aurait 3-4 impacts. Le premier impact, c'est sur le fonds des régulations des recettes. Vous savez que la loi de finances 2016 prévoit à peu près un fonds de régulation de recettes de 17-18 milliards de dollars fin 2016. Or, le déficit budgétaire de la loi de finances 2016, au cours de 1,107 $, il est de 38 milliards de dollars. Mais si on avait appliqué 75 dinars, 1 $, le déficit aurait été de 45 milliards de dollars. C'est-à-dire que le dérapage du dinar voile l'importance du déficit budgétaire et il gonfle artificiellement aussi le fonds de régulation des recettes qui est calculé en dinars. Mais vous n'êtes pas contre? Non. Vous n'êtes pas contre la dépréciation du dinar actuel qui permet d'amortir le déficit budgétaire? Non, c'est pas cela. Je vous pose la question. C'est un artifice comptable qui s'attaque pas au fond, puisque à cette allure. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire? Parce qu'il renchérit quand même les importations. Oui, mais n'oublions pas que 70% des besoins des ménages et des entreprises publiques et privées proviennent de l'extérieur. Je vous donne un chiffre de l'ONS. Pour 2014, la rubrique matières premières a été de plus de 17 milliards de dollars. Le renchérissement du cours on apprend normalement dans une économie structurée, tout dérapage ou dévaluation d'une monnaie dynamise les exportations hors hydrocarbures. Or, regardez, le dollar faisait 5 dinars vers les années 70. Ensuite, après le réchelonnement, 45 dinars. Le dollar, maintenant 107.
et on reste toujours dans 98% des exportations d'hydrocarbures. Donc ce n'est pas un problème de dévaluation, le blocage est d'ordre systémique. Ça veut dire les recettes dans une économie de marché structurée ont quelquefois des effets pervers dans une économie dualiste et en voie de développement. Monsieur Muptoul, vous venez de nous rappeler que vous avez été parmi les premiers, et c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte en fait à beaucoup plus loin que ça, à nous expliquer qu'on a besoin de réformes en Algérie, de réformes économiques. Bon, on ne va pas vous marchander ce mérite. Bien, en 2016, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics algériens qui sont contenus dans la loi de finances 2016 et qui peuvent constituer un virage économique. Il y a, premièrement, une baisse des dépenses publiques dans la loi de finances 2016. C'est la première fois depuis très très longtemps. Il y a une baisse de dépenses publiques. Alors, on peut discuter de son montant, etc., de sa répartition, mais il y a une baisse des dépenses publiques. Il y a des mesures qui sont prises en matière d'économie d'énergie, qui peuvent amener des économies d'énergie, puisqu'il y a une révision des tarifs, etc. Donc, il y a une nouvelle politique de subvention qui est annoncée, au-delà de la loi de finances 2016, etc. Il y a une troisième mesure importante qui a été commentée récemment, critiquée, controversée, c'est des mesures sur les privatisations des entreprises publiques. Pour l'instant, ce sont juste des mesures réglementaires, il n'y a pas de programme de privatisation. Donc il y a un certain nombre de mesures qui font partie de ce que vous réclamez vous-même depuis très très longtemps. Ça fait partie des... Alors, est-ce que vous jugez que ces mesures sont importantes, intéressantes, qu'elles vont dans le bon sens, ou est-ce qu'elles sont insuffisantes? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Commençons par les subventions, déjà. Parce qu'il a cité 3 types de mesures par les subventions. Déjà, pour être précis. Non, pour répondre directement à mon ami Ifsan et à vous, moi, je dis que les mesures dans la loi de finances 2016 ne sont pas à la hauteur de la situation financière actuelle. Moi, je dis que, contrairement à une vision de sinistrose, il n'y aura pas d'implosion sociale. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte épargne encore au niveau des ménages. Et deuxièmement, paradoxalement, la crise de logement permet un revenu familial global qui tempère. Mais si on résout la crise de logement sans relancer la machine économique, on prépare à terme, avec l'épuisement de l'épargne, la révolution sociale horizon 2018. Professeur Muptoul, précisez-nous cette idée. Vous êtes en train de dire que les Algériens en situation de crise de logement restaient en famille large et donc résistaient mieux à la baisse des revenus. Oui, il y avait une solidarité qui était plus forte. Alors qu'aujourd'hui, avec plus de logements, plus d'accès au logement, les ménages auront plus de mal à résister à la crise. C'est ce que vous nous dites. Est-ce que vous imaginez un ménage avec 5 millions de centimes par mois vivant seul, avec toutes les dépenses, électricité, eau, plus le bien alimentaire, il puisse résister? Non. Moi, ce que j'ai peur, c'est que sans une vision de développement économique à moyen terme, une politique d'aménagement du territoire et une urbanisation maîtrisée, on se retrouve avec des bidonvilles, avec l'insécurité, la prostitution, etc. Donc, il faut relancer parallèlement la machine économique. Moi, il y a une idée du passé que lorsque le bâtiment va, tout va. Non, c'était terminé. Il y a eu la bulle immobilière aux États-Unis. Regardez ce qui se passe en Espagne. Moi, je prédis, en cas de chute de longue durée des hydrocarbures, puisque la croissance est tirée par la dépense publique vers les PDP, des faillites en cascade des gens qui se sont lancés dans la promotion immobilière. Ça a commencé, paraît-il. Oui, ça a commencé, mais tout le monde veut aller vers le logement social. C'est la détérioration du pouvoir d'achat. Vous risquez de voir des centaines d'immeubles où les gens n'ont plus d'épargne pour pouvoir aller vers là. Professeur, qu'est-ce qui a été fait dans la loi de finances 2016 qui est insuffisant et qu'est-ce qui n'a pas été fait? En quoi est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin? Vous dites que ça n'est pas à la hauteur de la crise, les décisions qui ont été prises ne sont pas à la hauteur Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin en matière de réduction des dépenses publiques? Notamment parce que l'épargne est forte. Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin en matière d'augmentation des prix des produits énergétiques? Est-ce qu'il aurait fallu lancer des réformes de structure plus audacieuses? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire qui n'a pas été fait? Non, d'abord, moi je pense qu'il y a une confusion entre loi de finances et stratégie de développement économique. Une loi de finances, ce n'est qu'une loi de finances. Elle retrace l'évolution des recettes et des dépenses pour avoir le solde budgétaire. Moi, je déplore qu'il y ait une absence de vision stratégique
Et moi, j'ai toujours préconisé un organe de planification stratégique sous l'autorité du président de la République ou du Premier ministre. C'est à lui de tracer le cap. Qu'est-ce que sera l'Algérie en 2020, 2030 face aux nouvelles mutations mondiales, qu'elles soient économiques, énergétiques, politiques, etc. On vit dans une région à turbulence. Donc là, il y a un véritable problème. Il ne faut pas donner plus d'importance à une loi de finances. Bon, les mesures techniques que vous venez de souligner devraient s'inscrire dans une vision effectivement stratégique. Or, Par exemple, une loi de programmation budgétaire, c'est ce que propose le document des professeurs Mdahi Bouskin. Sur 5 ans, dire on va faire telle politique d'austérité budgétaire. Non, le programme, moi je dis que tout ce qui est budget... C'est ça un peu la vision, non? Non, c'est un organe... Vous savez que les plus grands planificateurs, c'est les multinationales. Bon, l'élément budgétaire de planification budgétaire rentre dans le cadre de cette vision stratégie globale. C'est un élément parmi tant d'autres. Bon, moi j'ai lu le document, il est effectivement intéressant. Ma question c'est est-ce que le gouvernement gagnerait à dire où est-ce qu'il veut aller? Exemple, je vous donne l'exemple du carburant. On est nombreux à dire, à penser, enfin c'est un des points sur lesquels Hassan et moi nous sommes d'accord, que les 5 dinars d'augmentation en moyenne, hein, la TVA qui monte de 7 à 17% et la taxe des produits pétroliers qui a augmenté de 2%, je crois, ou même pas. Bon, ce petit réajustement du prix du gasoil et de l'essence ne va pas impacter réellement la consommation. C'est-à-dire que les gens ne vont pas réduire réellement leur consommation de carburant parce que ce n'est pas suffisamment important. Donc ça n'obtiendra pas le résultat recherché. Est-ce que le gouvernement aurait gagné à dire que en fait, l'augmentation va se poursuivre sur 4 ans et qu'on arrivera à tel niveau de prix? Est-ce que dans le style de communication et dans la planification, est-ce que c'est pas mieux de faire comme ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin? Non, moi je suis bien placé puisque c'est moi qui ai dirigé le dossier carburant pour le compte du gouvernement. C'est moi qui l'ai présenté devant les députés qui ont commencé à rire. Le document date de 2008. Je l'ai sous ma direction avec tous les cadres de Sonatrach et le bureau d'études américain Ernest Young. J'avais envoyé une mission en Malaisie. Et lorsque je me suis présenté à l'APN, j'avais dit qu'il fallait qu'on serait importateur, c'était en 2008, hein, importateur en 2012 d'essence super sans plomb, parce qu'il y a des normes européennes, et importateur massif de gasoil. L'histoire nous a donné raison, puisque 2013, on a importé plus de 3 milliards de dollars. Bon, ça a baissé en 2014 à peu près 2,1 milliards de dollars. Mais toujours est-il, c'est que l'expérience malaisienne pour nous était intéressante. À l'époque, c'était un Premier ministre, professeur agrégé d'économie à l'époque. Il avait créé une chambre nationale de compensation pour, disons, un système de péréquation intersocio-professionnel et interéquilibre régional. Tout cela est lié, je l'avais dit, à un système d'information. J'avais demandé déjà une augmentation du prix, notamment du gasoil, en 2008. À combien? Bon, on avait dit à l'époque qu'il fallait 20%. On avait dit à peu près 15-20%. À l'époque, on était en aisance financière. Et je pense que ça aurait pu être supporté, mais il fallait le système de péréquation pour que ça ne puisse pas avoir des impacts négatifs sur les agriculteurs, sur les boulangeries, etc. On avait préconisé aussi de généraliser 2 segments importants des carburants, le GPLC, pour les consommateurs, parce qu'on est mieux doté en gaz qu'en pétrole. Et on avait demandé de généraliser le BUPRO. Vous savez que le BUPRO, ça nous permet d'éviter d'installer des complexes comme à Skikda ou Arze. Ça ne sépare pas le butane et le propane. C'est comme des tuyaux d'eau. Ça aurait pu effectivement permettre le GNV, c'est utilisé à Tokyo. Le BUPRO aurait pu être par canalisation être branché dans les wilayats du sud. Et tout cela, on a fait des expérimentations à l'époque avec des ingénieurs de Sonat, etc. On n'a pas été écoutés. La loi de finances 2016, c'est
à peu près ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire à peu près vos recommandations, c'est à peu près 20% Oui, d'augmentation. Mais sur après 7 ans de retard. D'accord, avec 7 ans de retard, mais c'est quand même ces mesures-là. Cette Bon, mesure-là, moi- c'est les agriculteurs qui ne seront pas concernés, c'est en ce qui concerne l'augmentation du prix de l'électricité aussi qui est importante, c'est le quintile inférieur qui ne sera pas concerné, Oui, oui. etc. Donc il y a Non, application il faut pas des avoir mesures. une vision Bon, négative. voilà, il y a bon, eu de bon, bonnes bon, mesures voilà. dans la loi de finances 2016, mais je juge qu'elles sont insuffisantes. Et Il pourquoi aurait fallu augmenter plus. Non, mais il faut aller avoir une vision stratégique parce qu'on ne peut pas appliquer la structure du revenu algérien Professeur, n'est attends. pas la même que la structure du revenu français quand même. Professeur, quand vous dites Donc, elles il sont faut- pas suffisantes, Qu'est-ce que vous vous êtes dites par là ici, nous on est friands de savoir en quoi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour qu'elles soient suffisantes. C'est ça la Bon, question. si on avait un système d'information fiable, moi je suis un partisan que les subventions, c'est un relèvement des salaires des plus défavorisés, tout en ne pénalisant pas les couches moyennes. Hein, parce qu'il ne faut pas un nivellement aussi par le bas. Parce que dans ce cas-là, ça va se répercuter sur la productivité globale. Maintenant, il faut faire un calcul très sérieux. Le montant des subventions et des transferts sociaux qui représentent quand même le 1/3 du produit intérieur brut, si on ne pouvait pas faire c'est lié à une nouvelle politique des salaires, en fin de compte. Par exemple, si les gens, il y avait une corrélation avec le taux d'inflation et les salaires, ça permet corrélativement de diminuer ces subventions sont injustes. Parce que quelqu'un qui touche 50 millions de centimes, il paye le même prix que celui de 5 millions de centimes. Actuellement, ça favorise, regardez tous les journaux, tous les jours relatent, la fuite hors des frontières. Bon, c'est lié aux subventions, mais aussi au taux de change. Donc, tout cela, il faut des calculs économiques très, très sérieux pour voir si on ne pouvait Alors, pas... il y a un point de vue. Est-ce que ça n'est pas... Alors, moi, je voudrais... Premièrement, est-ce que ça n'est pas ce qu'annonce le ministre des Finances? Parce que vous parliez de vision stratégique tout à l'heure et Hassan vous a dit qu'il n'y avait pas d'annonce dans ce domaine. Moi, je considère, en plus de la loi de finances 2016, il y a quand même des annonces supplémentaires qui ont été faites par le ministre des Finances. Il n'était pas obligé de le faire dans une période un peu chaude. Il nous explique que d'ici 2 ou 3 ans, l'objectif, c'est de faire disparaître les subventions. C'est-à-dire d'aller vers la vraie... Il utilise cette expression, la vérité des prix, la vraie valeur, etc. Il a utilisé ces expressions-là plusieurs fois. Devant les députés, devant les sénateurs. Il a fait une erreur et il s'est fait remettre à l'ordre par le chef de gouvernement. Il a dit un deuxième salaire. Il a dit un deuxième salaire aussi. Le chef de gouvernement est contre, je vous l'annonce. Oui, bien sûr, oui, mais c'est une Donc, métaphore. on ne voit pas comment il va ajouter un deuxième salaire. Bon, maintenant, le gros problème. Vous avez quand même dit quelque chose de relativement semblable en disant on change de politique salariale, puisqu'on Voilà. retire de la subvention quelque chose qu'on ajouterait Oui, mais dans les pas un salaires. double salaire. C'est Non, pondéré Après, c'est de à la communication. l'inflation. Après, Non, c'est de la mais communication. Là, il faut C'est faire entre une guillemets, analyse voilà. par catégorie socio-professionnelle. Oui. C'est le salaire unique. On ne peut pas faire ajouter un deuxième salaire. Là, je pense que ça a eu je pense que peut-être que le ministre des Finances on a mal peut-être interprété. Et là, vont lui rendre belle sa réforme. Voilà, c'est de la communication. C'est pas ça. Mais toujours est-il, c'est que sans un système d'information, comment vous allez pondérer l'évolution des salaires à l'évolution des indices des prix. Et deuxième élément, éviter, parce qu'il faut la cohésion sociale. Moi, je suis, contrairement on me taxe souvent, moi, n'oubliez pas que j'étais un des fondateurs du Parti social-démocrate. J'étais le président de la commission économique. Moi, je ne suis pas un ultralibéral. Je suis un gars qui lie l'efficacité économique avec une très profonde justice sociale. Et la justice sociale est un signe d'efficacité. Ça ne signifie pas égalitarisme. Hein, celui qui gagne. Bon, le gros problème qui se pose, c'est de mettre en place un système d'information fiable. Et l'organe que je préconise sous l'égide de la présidence ou du Premier ministre, de l'organe de planification stratégique, qui est important, serait chargé effectivement de mettre. Actuellement, c'est pas possible d'appliquer la fin des subventions. C'est pas possible. À cause de l'absence du système d'information fiable. Non, mais il va être mis en place d'après les informations. Mettons le temps. Moi, je pense que... Vous avez des informations précises sur ce sujet parce que c'est un peu une arlésienne. Non, il y a une prise de conscience au niveau de la chefferie du gouvernement de la mise en place rapide d'un système d'information pour effectivement éviter toutes les dérives Ça signifierait savoir
ce que gagne chacun, les titres de propriété, le patrimoine, Voilà, etc. tout ça, oui, c'est important. On peut facilement le mettre en place. Hein. Bon. Il faut ramener Mackenzie pour le faire en une année. Ça. Non, mais je pense non. Écoutez, avec maintenant... Non, mais sérieusement, professeur, avec vous croyez à la mise en place d'un tel Non. système? Ça fait des années dont on en parle et c'est toujours pas mis en place. Non. Moi, je pense à tout malheur est bon. Il se peut que la crise économique actuelle, parce que moi, j'ai eu la chance de vivre tous les gouvernements depuis Boumdien la Rahma. Bon, j'étais jeune conseiller de Ben Abdeslam, j'étais le deuxième magistrat à la Cour des comptes, ensuite j'ai navigué avec César Oual et je navigue avec ses Bouteflers. Donc vous allez nous dire, quand il y a la crise, les gens bougent. Non. Moi, j'étais haut magistrat, il n'y avait pas une prise de conscience en 86. Je vous le dis, j'étais dans les structures du pouvoir. On n'était pas au courant de ce qui allait nous arriver en 90. Maintenant, il y a une prise de conscience. C'est-à-dire que les gens sont... Il y a la prise de conscience. Ce qui me désole, c'est qu'il y a prise de conscience, mais on sent du fait peut-être des tensions politiques, sociales, etc., une peur d'une implosion. Parce que, regardez, il ne faut pas avoir une vision utopique. Si demain on nous casse toute l'Algérie, il y a une révolution, à quoi aura servi les mesures économiques ? Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance.